Avec le conflit entre la Russie et la Turquie, on est dans un cas géopolitique évidemment d'école. Au départ, il faut comprendre quelque chose, c'est la nature même de ce qu'on appelle la grande Turquie néo-ottomane d'Erdogan. Erdogan, qu'est-ce que c'est? C'est le chef d'un courant islamo-conservateur, l'AKP, qui a fait alliance avec une série de confréries religieuses contrôlant de nombreuses écoles et ayant infiltré la police et l'armée turque. C'était la secte Fethullah Gül. Depuis, Erdogan, arrivé au pouvoir, s'est fâché avec Gül et a lancé une chasse aux sorcières, mais c'est ça la nature du régime. Derrière ce régime, il y a une rupture géopolitique avec la Turquie kémaliste née sur les cendres de l'Empire ottoman en 1919 par la volonté de Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk avait voulu une Turquie européenne et laïque. Erdogan, lui, veut une Turquie religieuse et néo-ottomane, c'est-à-dire que derrière lui s'agitent les rêves d'une grande Turquie musulmane, islamique, rayonnant sur le Proche-Orient et le Caucase. Ces rêves, évidemment, ils ne sont pas venus tout seuls. Ils ont été encouragés par Washington. Washington qui a fait de l'AKP d'Erdogan le bon élève de la classe moyenne-orientale et qui a voulu faire du modèle de gouvernement de l'AKP, c'est-à-dire un gouvernement islamique, autoritaire, conservateur, mais ultralibéral en économie, le modèle de ce qu'aurait dû être l'évolution des États du Proche-Orient si le soi-disant printemps arabe avait été la réussite qu'espéraient les stratèges américains en quelques semaines. Cette façon d'entretenir les nostalgies géopolitiques du passé, c'est une pratique courante aux États-Unis. Les États-Unis font la même chose en Europe centrale. Il y a notamment une réactivation des grèves géopolitiques de la Grande Pologne. La Pologne a été un grand État entre le XVe et le XVIIe siècle, qui était le principal adversaire de la Russie, et qui a même à un moment donné s'est emparé de Moscou, cas unique dans l'histoire. L'autre cas, c'est la Roumanie, transformée en plateforme d'agression contre la Russie par les États-Unis et l'OTAN, et que l'on maintient dans les nostalgies de la Grande Roumanie, c'est-à-dire la plus grande extension de l'État roumain avec un gouvernement autoritaire puis carrément fasciste entre 1918 et 1944. À un moment donné, fin 1941, Hitler avait même fait cadeau d'une partie de l'Ukraine à la Grande Roumanie et Odessa, par exemple, était devenue une ville roumaine dans ce qu'on appelait alors la province de Transnistrie. Eh bien, c'est la même chose avec Erdogan. La clé de la politique d'Erdogan, ça a été évidemment la destruction des États nationalistes révolutionnaires arabes, c'est-à-dire la Libye de Kadhafi et l'Irak bassiste des Assad. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un contre-modèle à ce que veut faire l'AKP. L'agression contre la Syrie, c'est la Turquie qui en a été la plaque tournante, si pas le maître d'œuvre, qui a favorisé les réseaux djihadistes, qui a soutenu aussi bien les gens d'Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, que l'ISI, l'État devenu l'État islamique, au Levant, donc sur la Syrie et sur l'Irak. Cette politique, Erdogan l'a menée à la fois en alliance avec les États-Unis via l'OTAN, dont la Turquie est l'un des meilleurs élèves, et en alliance avec les monarchies réactionnaires wahhabites d'Arabie Saoudite et du Qatar. Tout ça aurait pu très bien se passer, mais il y a eu deux événements qui ont fait que ça n'a pas marché. La première, c'est que l'État syrien ne s'est pas effondré. L'armée arabe syrienne, qui, je le rappelle, est une armée faite de conscrits sunnites, pour ceux qui voudraient encore reprendre la grille issue du choc des civilisations, d'un pouvoir soi-disant chiite contre une population rebelle sunnite, ce n'est pas vrai. La majorité des soldats de l'armée arabe syrienne, ce sont des conscrits sunnites très jeunes d'ailleurs.
eh bien, l'armée ne s'est pas effondrée, l'État ne s'est pas effondré, et donc le conflit s'est enlisé. Il y a eu un second événement, c'est qu'à partir d'un certain moment, lorsque les Occidentaux ont prétendu à suivre la Turquie et faire s'effondrer Damas il y a quelques mois, notamment en lançant une vaste offensive des groupes djihadistes, eh bien la Russie est intervenue. Elle est intervenue à la suite de l'Iran, elle est intervenue à la suite du Hezbollah libanais et elle a fourni dans la guerre de Syrie l'élément décisif puisque le rapport stratégique a été inversé, contrairement aux Occidentaux qui ont fait plus de 5000 sorties en un an aériennes pour moins de 500 bombardements contre l'État islamique, ce qui veut dire que ces bombardements sont une comédie. La Russie, en quelques semaines, a mis à genoux Daesh, a détruit les raffineries, les exportations de pétrole, a frappé les centres de commandement. Elle a également réduit à peu de choses la capacité de combat du Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire d'Al-Qaïda en Syrie, qui est la principale confondante à la fois de la soi-disant armée syrienne libre, patronnée par les États-Unis et l'OTAN, mais aussi de l'armée de la reconquête, qui est la nouvelle force djihadiste soutenue par l'OTAN, les États-Unis, la France, soulignons-le, qui prétend combattre le terrorisme, l'Arabie saoudite et la Turquie. Erdogan est donc un politicien qui s'est cru plus malin que tout le monde, qui est mis en échec par la politique russe et qui a traduit cela par une fuite en avant. Pourquoi a-t-on abattu le chasseur russe? Et on sait aujourd'hui qu'il a été abattu au-dessus de la frontière syrienne, mais en territoire syrien. C'était une provocation d'Erdogan, évidemment. Le but, c'est d'empêcher un rapprochement entre la France et la Russie et de faire jouer ce qu'on appelle le mécanisme de solidarité de l'OTAN, c'est-à-dire qu'Erdogan a cru que les autres pays de l'OTAN, France comprise, allaient venir le soutenir contre la Russie. À part de bonnes paroles, il n'a rien obtenu, y compris de Washington. Aujourd'hui, la Russie est en voie de devenir un État paria. C'est un État qui est en faillite géopolitique, qui a de graves problèmes économiques parce que les nouvelles sanctions russes décidées par Poutine vont mettre l'économie turque à genoux, à commencer par l'industrie du tourisme et les exportations vers la Russie, et surtout parce qu'aujourd'hui l'image de marque de la Turquie est celle d'un État mafieux où la famille Erdogan est impliquée dans les multiples trafics, notamment de pétrole avec Daesh, de coton, mais aussi on sait que dans le passé, elle était impliquée dans des trafics de pétrole déjà avec Israël cette fois-là. Et donc l'image d'État véreux, d'État mafieux, avec un président corrompu, elle s'impose durablement. C'est ce que a conduit la fuite en avant d'Erdogan. La politique turque, elle est évidemment devant des alternatives. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en Syrie, c'est la Russie qui mène le jeu. La Syrie mène le jeu politiquement, elle mène le jeu diplomatiquement, comme l'ont montré les dernières négociations de Genève, où on ne parle plus du côté occidental de faire partir Bachar el-Assad, et surtout, la Russie mène le jeu militairement. À partir de ce moment-là, la Turquie a des alternatives. L'une de ces alternatives, c'est de continuer dans cette politique suicidaire, et le régime d'Erdogan va être de plus en plus fragilisé. On sait que les Russes vont probablement d'ailleurs aider militairement les forces kurdes du PYD qui combattent Daesh dans le nord de la Syrie, mais aussi les forces du PKK qui combattent l'armée turque dans le nord de la Turquie. La deuxième chose, évidemment, la deuxième alternative qui existe, c'est de suivre la voie diplomatique occidentale actuelle, qui est une conciliation avec la Russie, mais on sait que Poutine, avec raison, a refusé la main tendue, que Poutine a refusé les excuses de la Turquie et qu'il a prévenu que les Turcs allaient payer. Poutine, c'est un homme politique qui a un raisonnement politique, géopolitique, diplomatique sain, c'est-à-dire qu'il pense qu'un traître est un traître, qu'un traître restera un traître et qu'il n'y a jamais à composer avec les traîtres. Vous savez que c'est également la position que je partage en politique. La troisième, évidemment, alternative, c'est une vieille tentation, évidemment,
de la géopolitique turque, c'est-à-dire qu'au lieu de rechercher l'alliance européenne, c'est de rechercher l'alliance eurasienne, eurasiatique, ce qu'on appelle en Turquie le pantouranisme, c'est-à-dire l'unité des peuples de langue turque dans le Caucase et l'Asie centrale. Il y a déjà aujourd'hui une école géopolitique et des mouvements géopolitiques certes marginaux mais influents, notamment dans l'armée turque, qui partagent cette version turque de l'eurasisme. Vous savez que l'eurasisme est une idéologie que j'ai contribué à ramener sur le devant de la scène politique dans les années 80. J'ai de nombreux contacts avec des camarades turcs qui partagent cette vision. C'est évidemment dans ce cas-là un avenir de la Turquie qui se dirigerait vers l'Eurasie et vers l'organisation de coopération de Shanghai, c'est-à-dire qui tournerait le dos à l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles Poutine, s'il est extrêmement ferme contre Erdogan, qu'il considère avec mépris comme un chef mafieux, a eu de très bonnes paroles pour le reste de la Turquie, a prévenu qu'il ne confondait pas le régime islamiste de l'AKP avec le peuple turc. Il faut savoir aussi, et ce sera ma chute, qu'il y a de nombreuses manifestations pro-russes partout en Turquie, notamment à Ankara et à Istanbul, où elles ont été vigoureusement réprimées. Erdogan échec, bientôt Erdogan échec et mat, c'est une probabilité très avérée. C'est une donnée qui va être l'une des données principales de la politique au Proche-Orient au cours des prochains mois.